m'appelle Hélène, je suis née à Somborot en octobre 1935. En juin 1940, les Allemands ont débarqué au Pays Basque. Voilà. Et ont laissé le Pays Basque sous occupation. Ça ressemblait à quoi? Les couvre-feux. À partir d'une certaine heure, tu ne pouvais pas circuler. Même à pied. Avec une paire de vaches, tu ne pouvais pas. Il fallait s'arranger pour rentrer avant. Hein. Tu te rappelles à quelle heure c'était? Ça devait être à la tombée de la nuit, 7 heures, 8 heures. Oui. Les jeunes, il n'y avait plus de balles. Pour les jeunes non plus. Et pour les messes qui étaient le soir, il n'y en avait pas? Il n'y en avait pas. Et la messe de minuit, c'était toujours minuit avant, la messe de minuit, c'était, par exemple, ils avaient mis à 11 heures du soir, un peu plus tôt, à cause du couvre-feu. Je me rappelle d'avoir vu l'église de Lux, comme la messe de minuit était à Lux, il n'y en avait pas à Somborot, tout couvert, toutes les fenêtres couvertes avec du carton, pour ne pas que la lumière apparaisse dehors. Et dans les maisons, c'était pareil. Et pourquoi ils voulaient pas que la lumière apparaisse? Pour les parachutistes, par exemple. C'était pendant la guerre, les Allemands, non, il ne fallait pas de lumière la nuit, tout noir. Il fallait pas pouvoir indiquer aux parachutistes là où étaient les gens ou quel village c'était. Voilà. Et quand tu circulais, par exemple, entre Somborot, Lux, parce que tu avais ton école à Lux, tu croisais des Allemands sur la route? Énormément. Ils étaient toujours avec des chevaux, des carrioles, des chars et tout ça, toujours en train de faire des manœuvres. Est-ce que tu as une anecdote, un souvenir qui t'a particulièrement marqué de ce moment-là? Oui, que je partais toute seule à l'école. Mes sœurs étaient déjà parties. Moi, pourquoi? Peut-être qu'elles n'avaient pas cuit le pain. Je pense, ça nous est arrivé ça. Et j'attendais un peu plus tard pour porter le sac. Et je descendais le petit bois derrière chez nous, revenir plein d'Allemands, avec les chevaux en bas de la prairie chez nous. J'avais peur de passer à côté d'eux. Et il y avait un homme de Somborot, c'était le concierge du château. Il avait fait la guerre de 14, celui-là. Je t'assure qu'il n'aimait pas les Allemands. Hein. Et il me voit revenir en larmes. Mais qu'est-ce que tu as? Je lui avais dit qu'il y avait les Allemands, que j'avais peur. J'ai pas peur, non, moi, des Allemands. Viens avec moi. J'avais fait toute la route avec lui. Et il me semble que tu m'avais dit que les Allemands faisaient leurs manœuvres et laissaient les chevaux dans le préau de l'école. Ça, c'est quand je suis allée les premières fois à l'école, en 43. Plein de chevaux à Lux. Il y avait chez Béroguin, là, ils faisaient les manœuvres. Ils avaient réquisitionné les tables pour mettre leurs chevaux. Et d'avoir vu ça, ça nous effrayait. D'avoir vu tous ces Allemands. Il y avait des anneaux sous le préau à l'école. Il y avait plusieurs chevaux là-dessous, les Allemands, qui étaient en train de ferrer. Et les bruits qu'ils faisaient, l'enclume. Qu'est-ce qu'on a pu pleurer de voir tout ça? Qu'est-ce qu'on avait peur? Ils parlaient très fort, ils commandaient, c'était très fort. Quels étaient les rapports justement entre ces soldats allemands et les locaux, les gens qui habitaient ici, les villageois? Ils les craignaient quand même, ils avaient peur. Parce que on entendait fusiller par ici, fusiller par là. Et ils étaient, non pas de bonnes relations. Ce qui était obligatoire, ce qu'ils obligeaient à faire, leur vendre des œufs. Ah, donc c'était vendre quand même. Oui, au départ. Mais après, ils n'avaient plus de sous, les Allemands non plus. Au départ, ils avaient de l'argent. Ils payaient cher les œufs et tout ça. Les gens d'ici étaient contents de faire un peu d'argent. Oui, mais au bout de quelque temps, il n'y en avait plus. Et tu étais obligé de porter tant d'œufs, la volaille, et même des vaches de réforme. Ils venaient dans les tables et ils te prenaient. Tous les chevaux, il n'y en avait plus à la campagne. Tout était parti pour les Allemands. Tout. Et ils pouvaient venir n'importe quel moment toquer à ta porte et te demander. Ah ça oui. Ils le faisaient. Heureusement que dans le village, il y avait la solidarité entre eux, une maison qui était là, les Allemands arrivaient pour voir, pour tout fouiller, voir s'il y avait des sacs de blé ou de maïs qui étaient cachés. Et de là, vite, les parents envoyaient un gamin, va dans telle maison, dis-leur de cacher le blé, dis-leur de cacher le maïs, qu'il y a les Allemands qui sont là pour
pour réquisitionner, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait donc un rationnement alimentaire? Ah oui, énorme. Ici aussi à la campagne? Ah, pareil. Tu allais à l'épicerie, tu avais tes tickets de rationnement. Dans les familles nombreuses, tu avais un peu plus. Mais maman regardait combien il lui restait quand nous allions faire les commissions. Je me rappelle très bien. J'allais avec maman pour l'aider à porter le sac après. C'était à Béguios qu'il y avait une épicerie. Et elle avait droit à un demi-litre d'huile pour toute la famille, mais ça, combien peut-être pour un mois. Qu'est-ce que vous achetiez finalement à l'épicerie? Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous faisiez vous-même à la maison. Oui, quand même. Le sucre, il fallait acheter. Le café, c'était de l'orge grillée. Il n'y avait pas de bonbons non plus pour les enfants. Tu avais droit, certains enfants, les J1, J2, J3, on les appelait, et tu avais certaines, à l'adolescence, tu avais droit à un peu plus. Je sais que maman, elle avait pour nous aussi droit à quelques bonbons. Et c'est quoi les J1, J2, J3? C'était les enfants, les enfants jeunes. Après, c'était les adolescents. Après, jusqu'à 18 ans. Donc ça avait été déterminé par rapport au rationnement. Rationnement, oui. Et donc, tu me disais qu'il y avait aussi des gens de la côte qui habitaient en ville, qui eux ont quand même beaucoup plus souffert de ce rationnement, parce qu'ils n'avaient pas d'exploitation agricole et donc ils n'avaient pas de quoi manger à la maison même. Eux venaient ici dans les campagnes pour faire du troc. Oui, du troc. Beaucoup de Biarritz, de Bayonne. Ils avaient une petite valise. Là-dedans, ils portaient un peu de joli linge, de la vaisselle pour faire du troc. Alors, ils déballaient ce qu'ils avaient et c'était contre un peu de farine, un morceau de lard, de la graisse, même la graisse de cochon. Maintenant, il n'a pas beaucoup de succès, mais à l'époque, il avait aussi. Et donc, c'est comme ça que tes tasses, oui. Tu as des tasses ici qui viennent du Carlton. Oui, de Biarritz, d'un grand hôtel. Qui était un grand hôtel à l'époque, parce qu'il n'existe plus le Carlton. Non, je ne sais plus quel nom c'est maintenant, de ce grand hôtel qui était tenu par des Juifs. Les Juifs avaient été expulsés, ou bien dans les camps de concentration, et les gens de Biarritz, ou bien les employés certainement, plus sûr, les employés se sont occupés pour vider un peu la vaisselle, porter tout ça chez eux, parce que tu n'avais pas la vaisselle, tu n'avais pas tout ce que tu as maintenant. Alors, ils prenaient 5-6 tasses, et ils prenaient le bus à Bayonne, et ils allaient de maison en maison, ils faisaient voir les tasses. Vous me donnez un peu de farine pour ça, je me rappelle très bien de les avoir vus. Hein. Donc vous avez accepté le troc. Voilà, oui. Ici, oui. Ma belle-mère, elle avait donné soit des œufs, soit de la farine. Et c'était en quelle année ça? Oh, 44, 45, jusqu'en 46, hein. C'était la misère. Hein. Parce que c'est en 44 que les Allemands ont quitté le Pays Basque. Oui, mais c'était la misère, il n'y avait rien nulle part. Il fallait tout faire, que ce soit les tissus, l'armement, tout pour les Allemands. Il y avait un oncle à Pascale, à mon mari, qui travaillait à Biarritz, au bord de la mer, et lui, il devait faire comme des blocos, c'était en cas qu'il y ait le débarquement sur la plage et tout ça, ils avaient beaucoup de choses à faire. Combien de clous il n'a pas volé aux Allemands pour faire du troc. Sa femme, elle allait faire du troc au Pays Basque, soit dans sa famille, soit ailleurs. Et contre des clous, tu n'avais rien dans les magasins. Ouais, donc en fait, il faut s'imaginer que tout était réquisitionné par les soldats allemands. Oui, pour leur armement. Tu étais où au moment où ils annonçaient que la Seconde Guerre mondiale était terminée? J'étais à l'école, au mois de mai, bien sûr, et là, l'instituteur avait convenu avec notre institutrice. Il fallait que tous les enfants aillent pour telle heure. L'institutrice nous avait arraché une page de notre cahier. On avait fait des petits drapeaux bleu, blanc, rouge. Et ça,
Certains n'avaient même pas, on n'avait même pas de règles. Il y avait une règle pour toute la famille, je pense. Et on avait collé ces papiers avec les bouts de bois aussi, qu'on avait ramassés sous les platanes qu'il y avait devant, là où on jouait pendant la récréation. On avait ramassé des bouts de bois, et nous, à deux par deux, nous étions allés au fronton de Luxe. Derrière le fronton, il y a le monument aux morts. Il y avait tous les enfants de l'école laïque, et l'instituteur avait fait chanter la Marseillaise. J'ai bien, que tout le monde était heureux, les hommes qui sautaient, tout, c'était... Est-ce qu'ils avaient fait sonner toutes les cloches des villages? Oui, ça, je me rappelle de ça aussi. Ouais. On écoutait partout toutes les cloches qui sonnaient. Ah oui. C'était la victoire, quoi. Ah oui. C'est un beau souvenir. Oh oui. Et deux oncles qui étaient prisonniers, qui étaient revenus à la maison et... C'était pas ta mère qui avait été les chercher? Oui. Qui avait senti qu'ils allaient revenir à la gare de je ne sais pas où? Ou de Saint-Palais. Elle avait pris le vélo, elle était partie. Mais j'ai un autre oncle qui a beaucoup souffert. À la fin de la guerre, lui, il avait été pris par les Russes. Et tous les jours, on entendait ma grand-mère qui se désolait qu'il devait être mort. Et quand c'est qu'on aurait des nouvelles? Elle était partie, ma grand-mère était partie de Sombrot à Méharin un jour à pied. Elle avait entendu que quelqu'un aurait vu mon oncle. Et mon oncle était revenu, il était allé jusqu'en Sibérie. Et là, il avait un copain, un Parisien, et celui-là, il était tombé malade. Avec d'autres, ils avaient, avec des roues, je ne sais pas comment ils avaient fabriqué ça, avec des cordes, ils le tiraient dans la neige jusqu'à venir, combien de fois je ne pense pas, quand j'entends la mer de Mourmansk, en Russie. Mon oncle, combien de fois il nous a raconté ça. Ils étaient venus là, à la mer de Mourmansk, et sur un bateau qui transportait du charbon. On les avait pris dans ce bateau, ils étaient dans les 80. Ils étaient revenus au Havre. Et du Havre, le trajet, il avait duré combien de jours? Je ne sais, ça je me rappelle pas. Et il était revenu. Maman était rentrée après, elle était revenue en vélo, mais il y avait quelqu'un de Masparotte qui allait tous les jours, qui allait à la gare de Saint-Palais voir qui c'est qui arriverait et ramenait ces gens qui étaient de plusieurs villages. Hein. Il faisait plusieurs villages et il ramenait ces prisonniers-là. Et ça, c'était en quelle année? 46, mon oncle était rentré. En 45, l'autre, qui avait été pris par les Américains. Quand tu entends maintenant, tu as comme peut-être un peu une révolte d'entendre ce qu'on demande maintenant, ce qu'on veut exiger, alors que quand j'étais jeune, j'ai connu quand même la misère, pas la famine. À la campagne, encore nous avions ça. Mais quelle misère! Comment raccommoder les chaussettes, rapiécer les chaussettes, mais avec du tissu, il n'y avait plus de laine, plus rien de tout ça. Le chocolat m'a manqué à moi, la gourmande, et le sucre. Quand je pouvais avoir un morceau de sucre, c'était ma fête avec un morceau de pain.